Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui commencer à donner les solutions des exercices de mathématiques correspondant à la section SM, semestre 2. J'ai choisi aujourd'hui de donner la solution de deux exercices d'une série numéro 1 de notre faculté, la faculté des sciences d'Oujda. Alors donc je vais voir ces exercices. Par exemple, premier exercice, c'est ça, c'est sur les sous-espaces vectoriels, montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de R3. D'abord, je vais rappeler comment montrer qu'un sous-espace vectoriel, que F est un sous-espace vectoriel, lorsqu'on a un espace vectoriel sur un corps K. K, c'est R ou C en général, mais on peut prendre aussi Q ou tout corps, on peut définir. Mais en général, en SM, le corps que l'on utilise, c'est R. Donc, vous pouvez supposer que K, ce K égale à R. Alors, F est un sous-espace vectoriel sur le même corps K, comme je vous dis, R par exemple. De E est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si. D'abord, F est non vide. Ça n'a aucun sens de parler d'un sous-espace. Donc, F est non vide. F est stable pour l'addition. L'addition, c'est la loi. Il y a deux lois dans un espace vectoriel. Je ne vais pas revenir sur tout le cours parce que là, je fais les exercices. Je suppose que les gens regardent leur cours avant de faire des exercices. Donc, un espace vectoriel est muni d'une loi interne que l'on note en général plus et une loi externe que l'on note par un point. Un point. Donc ici, je dois mettre un point. Ici, un point entre les deux. Ici, on le fait, vous comprenez bien que c'est alpha point U, la loi externe. Donc, l'addition est stable, c'est-à-dire si vous prenez deux éléments de F, leur addition ou leur somme reste dans F. Si vous prenez alpha 1 scalaire, les éléments de ce corps, on les appelle les scalaires, quel que soit alpha, et quel que soit l'élément UF, alpha point U appartient à F. Donc la multiplication externe est stable, multiplication par un scalaire. Alors les deux conditions que vous voyez là, on peut les regrouper en une seule. Voilà, U plus alpha V appartient à F. Parce que pour avoir la deuxième, il suffit de prendre alpha égale 1. Pour avoir la troisième, il suffit de prendre alpha égale 0. Non, pardon, U égale 0. Pour avoir la troisième, vous prenez U égale 0 et vous avez quel que soit V, alpha V appartient à F, ce qui veut dire la même chose que la troisième condition. Bon, ça, parfois, c'est beaucoup plus simple d'avancer en ne distinguant pas plusieurs cas. Donc, voilà un exercice qui est donné. Je rappelle d'abord que ces exercices, ce n'est pas moi qui les ai donnés. Ce sont des exercices de SM. Je n'assure pas cette section en cours, ni en TD, et je ne l'ai jamais assuré en cours. Donc ça, ce sont les exercices qui ont été proposés par l'enseignant qui fait, le professeur qui fait cette section, qui faisait cette section l'année dernière. Et je ne sais pas si pour cette année, c'est les mêmes exercices. De toute manière, ce qui importe, c'est de faire des exercices. Le programme n'a pas changé. N'a pas changé. Mais les exercices, parfois, les séries d'exercices peuvent changer un petit peu. Donc, là, on se donne E, l'espace R3. Lorsque vous avez Rn, quel que soit le petit n, R à la puissance n, c'est un espace vectoriel sur R. Voilà. Donc, voilà deux sous-ensembles, F et G. La question, sont-ils des sous-espaces vectoriels de E? Autrement dit, est-ce que ces trois conditions sont vérifiées pour F et le sont-elles vérifiées aussi pour G? Bon, on va voir. F est caractérisé par cette double équation. Les éléments de F sont les éléments de R3. D'ailleurs, ici, on aurait pu laisser R3. Pourquoi le noter E? Pour ne pas trop d'ambiguïté. Donc, on peut dire E, c'est R3. Donc, voilà.
je vais dire R3 au lieu de dire E. Les x, y, z dans R3 tels qu'ils vérifient cette équation, les composantes de ce vecteur vérifient cette équation. Donc, je veux d'abord f est non vide. Il contient l'élément neutre de l'addition dans R3. Puisque manifestement, si vous mettez des zéros ici, tout est nul. 0 égale 0 égale 0. Cet élément vérifie cette équation. Donc, c'est un élément de f. Alors, si vous prenez maintenant deux éléments de f, est-ce que leur somme est un élément de f, leur addition? L'addition de deux vecteurs, de ces deux vecteurs, c'est ça, c'est ce vecteur. Quand on additionne, la loi plus est définie par l'addition des composantes qui correspondent à chaque position. Alors, est-ce qu'il vérifie? Bon, d'abord, donc nous avons pris deux éléments quelconques de f. Voici leurs composantes. Dire que U appartient à f, ça veut dire que ces composantes vérifient l'équation de définition de grand F. Dire que V appartient à f, ça veut dire que les composantes de f, les coordonnées, si vous voulez, vérifient l'équation de définition. Alors, si je fais l'addition membre à membre, c'est-à-dire j'additionne le membre ici avec ce membre, je trouve ça, égale l'addition de ça avec ça, égale 0 plus 0 égale 0. Mais grâce à l'associativité et la commutativité, je peux écrire cette expression ainsi. Voilà, ça, c'est ça. Et cette expression, c'est ça. Je peux l'écrire autrement. Regardez, vérifiez, c'est la même chose. Là, vous savez, ça est égal à ça, égale 0. Mais ceci, c'est quoi? Ça veut dire que cet élément vérifie l'équation de définition. Si vous voulez, si vous appelez ces composantes grand X, grand Y, grand Z, vous avez ici grand X moins grand Y plus 2 grand Z égale X égale grand X moins grand Y égale 0. Donc cet élément vérifie l'équation de définition de f et par conséquent est un élément de f. Alors maintenant pour la loi externe, je prends un nu quelconque dans f, donc il vérifie l'équation de définition de f, l'équation qui est donnée dans l'énoncé, et je prends un lambda réel, donc du corps K, ici c'est R. Alors si je multiplie cette équation par lambda, lambda multiplié par lambda, je trouve ceci. Or, lambda multiplié par U, la multiplication par un scalaire, est égal à ça. Donc, ceci veut dire que cet élément vérifie l'équation. C'est pourquoi je dis donc, il appartient à F. Cet élément qui est la multiplication de lambda par U vérifie, parce que si vous appelez ici grand X, grand Y, grand Z, vous avez ici grand X moins grand Y plus 2 grand Z égale grand X moins grand Y égale 0. Donc, les composantes de lambda.U vérifient l'équation de définition de F et donc appartient à F. Ainsi, les 3 points que je dois vérifier pour avoir un sous-espace vectoriel sont vérifiés et par conséquent, F est un sous-espace vectoriel de R3. Qu'en est-il pour G? Puisque dans la question numéro 2, on vous donne G. Regardez la définition de G. Voici l'équation de définition de G. X moins Y. Les composantes doivent vérifier ça. Remarquez que Z n'intervient nullement dans cette définition. X moins Y au carré égale 2X moins Y. En regardant ça, quand je vois des carrés, des triplés, je vois que ce ne sera pas un sous-espace vectoriel. D'ailleurs, attention, l'élément neutre 0, il vérifie cette équation, mais ce n'est pas suffisant. Donc G est non vide parce que le point 0, 0, 0 vérifie cette équation. G est non vide. Le point numéro 1 est vérifié. G est non vide. Mais est-ce que les lois internes et externes sont stables? Alors, je prends un vecteur V. Il appartient à G, puisqu'il vérifie ici. Regardez ici. X moins 0 au carré, x égale 2, c'est 4.
et 2x, 2 fois 2 moins 0, 4. 4 égale 4. Ce point, ce vecteur V vérifie l'équation de G et donc appartient à G. Mais la multiplication par le scalaire 2 nous donne 4, 0, 0. Celui-ci, ce point, ne vérifie pas cette équation parce que cette expression pour x, y, z égale 4, 0, 0 donne 16 et de l'autre côté donne 8. Et 16 n'est pas égal à 8. Donc, quand on multiplie V par le scalaire 2, 2V sort de l'espace G, n'est pas dans G. Et la multiplication externe n'est pas stable, alors G n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Ça n'est pas vérifié. Ce n'est pas la peine que je regarde est-ce que ceci est vérifié. Si un point tombe, on n'a plus un sous-espace vectoriel. Voilà pour la deuxième question. Alors, je reviens sur la première question. Vous vous rappelez que j'ai démontré que c'est un sous-espace vectoriel. Mais ici, quand moi, je fais pas simplement la résolution d'exercice, mais je donne d'autres idées. Parce que des fois, vous pouvez trouver une question dans un examen qui vous dit « Montre que f est un sous-espace vectoriel de E, quelle est la dimension de f ?» ou bien « Trouver une base de f ». Ah, ça c'est une autre question. Sous-espace vectoriel, donc c'est un espace vectoriel, quelle est sa dimension? Trouver une base. Alors, je fais une autre méthode pour montrer, pour faire tout en même temps, que c'est un sous-espace vectoriel, qu'il est... qu'est-ce que j'ai dit pour une base, trouver une base, et en même temps, quand on a une base, on compte les éléments de la base et on a la dimension. Alors, regardez la deuxième méthode pour la première question. Autre méthode. U appartient à F s'il vérifie l'équation de définition de F. Mais ceci, ça veut dire X égale à Y. Voilà, donc c'est équivalent à ça. Et quand vous remplacez X égale Y, vous avez 2Z égale 0. Donc ceci est équivalent à ça. Implication dans ce sens et dans l'autre sens. Rien à dire. Donc U va s'exprimer comme ça. X, 0. X appartient à F. Pour être dans F, c'est équivalent à dire que U est de la forme x, 0. Qui veut dire x multiplié par 1, 1, 0. Donc tous les éléments de F sont des éléments qui sont proportionnels au vecteur 1, 1, 0, que j'appelle W. Alors, les éléments qui sont proportionnels à W, on les appelle, cet ensemble, on l'appelle vectoriel de W. C'est-à-dire le sous-espace de R3 engendré par W. Et engendré par W, parce que W est non nul, alors donc on constate que F est un sous-espace vectoriel de R3, parce que dans le cours, on vous dit que si vous avez une famille finie de vecteurs, vectoriel de cette famille, ici c'est une famille composée d'un élément, vectoriel d'une famille est toujours un sous-espace vectoriel. Dans l'espace vectoriel, on considère ces vecteurs. Pourquoi? Parce que vectoriel d'une famille, c'est la famille des composantes, les combinaisons linéaires de ces vecteurs. Et elle comprend 0, elle est stable pour l'addition, etc., etc. Et pour la multiplication externe. Quand vous aurez trouvé que f est de cette forme vectorielle d'une famille, automatiquement c'est un sous-espace vectoriel, j'utilise le cours. À moins que ceci ne soit pas fait dans le cours, mais ça, ça me paraît impossible de ne pas en parler. Et du coup, vous voyez que tous les éléments sont de la forme alpha W. Ça veut dire que W est un générateur, une famille génératrice de F. Mais comme le vecteur est non nul, c'est aussi un système libre. Vous savez que si un vecteur est non nul, le singleton formé de ce vecteur est libre. Alors, génératrice et en même temps libre, ça veut dire que c'est une base. Vous voyez que la deuxième méthode, elle est très intéressante parce qu'elle vous donne que c'est un sous-espace vectoriel, elle vous donne la dimension et une base. Et puis c'est toujours fatigant dans la rédaction, ce genre d'écriture. Montrer l'addition est stable, etc., etc. Dans un examen,
le temps presse et cette méthode me paraît compliquée, surtout si vous faites des erreurs de signes ou quelque chose comme ça. Ça me paraît plus propre, plus net et plus rapide. Et ça nous donne d'autres renseignements. Parce qu'en général, quand on pose une question comme ça, on vous demande aussi quelle est la dimension et trouver une base. Voilà donc pour ce premier exercice. Alors maintenant, il y a un autre exercice que je vais faire aujourd'hui. Alors maintenant, on change de décor. E n'est plus R3, mais c'est l'ensemble. Alors ça, d'abord, j'ai trouvé l'exercice ainsi écrit sur la série. Ce n'est pas expliqué qu'est-ce que c'est. Moi, je dis que c'est F, c'est pas expliqué dans l'exercice. Donc, ou bien ça, c'est une notion qui a été introduite dans le cours, c'est une notation. Ça, c'est l'ensemble des fonctions de R vers R. Et il a une structure d'espace vectoriel en considérant l'addition, la somme de deux fonctions, et la multiplication externe, multiplier un lambda par une fonction, et alors vous avez la fonction lambda f de x. Donc, alors, dans cet espace, on considère les sous-ensembles f et g. F, c'est l'ensemble des fonctions qui ont la même valeur au point 1 et 2. D'ailleurs, on aurait pu mettre ici un intervalle, disons 1, 2 par exemple. Bon, c'est R, ce n'est pas un problème. Et G, f de 1 égale f0 plus 1. Montrer, ou plutôt montrer que f est un sous-espace vectoriel et que, est-ce qu'on a la même chose pour G? Est-ce que G est aussi un sous-espace vectoriel de ce grand E, l'espace des fonctions de R vers R? Alors, regardons la première question. D'abord, ce f est non vide parce que c'est un sous-ensemble, bien entendu. Puis on le dit, pas la peine de dire que c'est un on le dit. D'ailleurs, on le dit aussi. Bon, la fonction nulle, c'est-à-dire θ de x égale 0, quel que soit x. Elle vérifie ça. 0 égale 0. θ de 1, 0. θ de 2, 0. Fonction nulle. Toutes ces images sont nulles. Donc, f est non vide. Si je prends deux fonctions, alors je vais utiliser ici la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Dans ces deux conditions, je les regroupe dans une seule condition. Comme ça, on varie les méthodes pour l'apprentissage, pour que tout le monde sache faire rédiger autrement parfois pour simplifier. Donc je prends f et h de fonctions dans grand F, et je prends un scalaire alpha appartenant à R. Donc, puisque f, petit f est dans grand F, donc elle vérifie l'équation de définition, donc f de 1 égale f de 2, et puisque petit h est dans F, elle vérifie h de 1 égale h de 2. Maintenant, je prends la fonction f plus alpha multiplication par le scalaire de g, donc f plus alpha g, 1. Par définition des fonctions, c'est l'image par f plus l'image par alpha g. Et par la définition de la loi externe, alpha g de 1, c'est alpha, le réel alpha qui multiplie le réel h de 1. Alors, grâce à ces équations, je remplace f de 1, nous avons par f de 2, et h de 1 par h de 2, puisqu'ils sont égaux. Et ça, c'est, comme on l'a fait ici, ça c'est f plus alpha g de 2. Et donc, cette équation, cette fonction vérifie l'équation de définition de f, donc elle appartient à grand F. Et donc, nous avons montré les deux propriétés, celle-ci c'est la propriété groupée, hein. Nous avons, avec ces deux propriétés, on a f est un sous-espace vectoriel de E. Alors maintenant, qu'en est-il pour G, ce sous-ensemble de f, parce qu'il est formé des fonctions f appartenant à E, ce sont des fonctions qui vérifient f de 1 égale f de 0 plus 1. Alors la réponse, G n'est pas un sous-espace vectoriel de E, puisque si je prends un f dans G quelconque, hein, si dans G, alors donc il vérifie cette relation. Multiplions par 2, on trouve 2f de 1 égale 2f de 0 plus 2.
Donc, ça veut dire que la fonction de point f, c'est-à-dire la multiplication de E par f, n'appartient pas à G. Et donc, on n'a pas la stabilité de la loi externe. Par exemple, vous pouvez vérifier cette fonction f qui est ici. Par exemple, c'est bien un élément de f puisque f de 1 égale à 2 et f de 0 égale 1. Donc, f de 2, f de 1 égale f de 0 plus 1. Elle appartient à G. Mais vous pouvez vérifier facilement que on n'a pas de f n'appartient pas à G. Calculez de f de 1 et vous allez voir que c'est facilement différent de f de 1 plus. On trouve en fait 2f de 0 plus 2, comme c'est vrai ici, on l'a vu. Bon, voilà donc... alors, il y a une autre façon de voir que G n'est pas un sous-espace. Il ne contient pas l'élément neutre de l'espace où l'on travaille, l'espace vectoriel en bilan E des fonctions. Son élément neutre, c'est quoi? C'est la fonction θ, la fonction nulle. Alors, la fonction nulle, est-ce qu'elle vérifie cette équation? θ de 1, 0, θ de 0, 0, 0 n'est pas égal à 0 plus 1. Donc, plus facile de dire que θ n'appartient pas à G. Mais on voulait le faire d'une autre manière, en voyant que la loi externe n'est pas stable. Merci de votre attention. Au revoir.